Chapitre 13. La palisse noire. Le même soir, après le dîner, James, Ralph et Zane se précipitèrent dans le dortoir de Gryffondor. En chemin, James s'arrêta un moment en remarquant qu'une femme, à l'arrière-plan d'un tableau de paysanne, occupée à traire des vaches grotesquement obèses, le regardait fixement. Il étudia la sorcière, grande et plutôt affreuse, vêtue d'une bure de nonne, avant de lui demander le motif de son attention. Elle ne répondit pas, et très vite, Ralph et Zane s'impatientèrent. Chacun d'eux prit un bras de James et l'entraîna loin du tableau. Une fois dans la chambre, les trois garçons se plantèrent devant la malle. James la déverrouilla, récupéra le sac de Jackson et le posa sur son lit. Tous trois le fixèrent un moment. « Tu crois qu'on l'ouvre » demanda Ralph. « Oui, » acquiesça James. « Nous devons être certains que c'est bien la robe de Merlin. Je n'ai pensé qu'à ça toute la journée. Si je me suis trompée, si c'est le linge sale de Jackson, il est parfaitement capable de trimballer ce sac juste pour faire l'intéressant, ou alors pour laisser les autres inventer des histoires sur ce qu'il y a dedans. Tu aurais vu sa tête ce matin quand il a cru nous avoir piégés, Zane et moi. Il était vraiment furieux. » Zane se laissa tomber sur le lit. « Et si on n'arrive pas à l'ouvrir ? Ça m'étonnerait que le verrou soit bien solide, » dit James. « Il s'est ouvert tout seul quand Jackson parlait avec Franklin. »« Alors vas-y !» Ralph s'écarta d'un pas pour laisser plus de place à James. « Essaye et ouvre-le !» James s'approcha du sac et souleva le loquet de cuivre. Il s'attendait à le trouver bloqué, à devoir tenter tous les sortilèges de déverrouillage et d'ouverture qu'ils avaient appris jusque-là. Au contraire, le loquet céda facilement et les deux moitiés du sac s'écartèrent. Ce fut si facile, en fait, que James crut presque voir le sac s'ouvrir avant même qu'il ne le touche. Il se figea et regarda les deux autres, qui paraissaient n'avoir rien remarqué d'anormal. « Alors » murmura Ralph. Curieux, Zane se pencha pour regarder à l'intérieur du sac. « C'est tout noir. Vas-y, James, continue. Après tout, tu es le plus concerné par cette histoire. » James agrippa les deux poignets et ouvrit complètement le sac, exposant le vêtement noir plié à l'intérieur. Un relent de renfermé émergea du sac, évoquant pour James l'intérieur d'une citrouille évidée, une semaine après Halloween. En regardant le tissu, il se souvint des paroles de Luna, le soir de Noël. Autrefois, ça avait été le suaire d'un très ancien roi sorcier. Il frissonna. « Alors » s'enquit Zane. « Qu'est-ce que c'est ? Je ne vois toujours pas. »« Non, » dit Ralph. « N'y touche pas. » Mais c'était trop tard. Le tissu magique se déplia souplement. D'un noir mat, sans le moindre outrage du temps, la robe semblait immense. Ralph recula d'un bond, quand James en laissa les lourds plis tomber sur le sol à ses pieds. Quand tout émergea enfin du sac, James réalisa tenir entre ses mains un grand capuchon avec un cordon doré au niveau de la gorge. « Pas de doute, » dit Zane qui hocha la tête. « C'est bien la cape de Merlin. Qu'allons-nous en faire ?»« Rien, » dit fermement Ralph. « Remets ce truc dans le sac, James. Ça me fiche la trouille. Je sens la magie qu'il y a dedans. Pas vous ? Et je parie que Jackson y a rajouté un sortilège du bouclier, ou quelque chose du genre, pour le dissimuler, parce que sinon, tout le monde aurait remarqué son aura. Allez, James, range-le, je ne veux pas y toucher. » « Attends, » dit James qui pensait à autre chose. Tout comme Ralph, il sentait la magie de la robe, mais sans en avoir peur. Au contraire, il éprouvait une sensation de puissance qui l'intriguait. L'odeur de la robe avait changé depuis que James l'avait sortie du sac. Le relent de refermer avait disparu, il ne restait plus qu'une saine odeur de terreau, de feuilles mortes, de mousse après la pluie. Un parfum d'aventure, de nature vierge et sauvage. En tenant la robe contre lui, James vibrait d'un sentiment étrange. Tout à coup, il sentit, au plus profond de son être, l'air de la chambre remplissant l'espace avec une densité aussi solide que de l'eau,
avant de plonger vers l'extérieur par les minuscules interstices de la fenêtre en un jet de vapeur froide et éthérée. Sa perception prit de l'ampleur. Il eut conscience du vent qui soufflait au dehors, autour de la tour de Gryffondor. Comme une force vive, il tournoyait autour du cône pointu qui couronnait la tour et sur les toits du château. Il discerna quelques ardoises tombées, exposant les contreforts en bois. Vaguement, il se souvint des légendes pour les enfants sorciers, affirmant que Merlin communiquait avec la nature et qu'elle lui obéissait au doigt et à l'œil. James réalisa avoir été emporté par un pouvoir très ancien, libéré par la robe magique. Ses sens s'aiguisèrent, pris dans une spirale tourbillonnante. Le crépuscule tombait. Maintenant, il pressentait la présence des créatures nocturnes autour de lui, des souris qui trottinaient dans les combles, des chauves-souris qui volaient au radar dans la forêt, un ours qui hibernait au fond de sa caverne, plongé dans un sommeil sans rêve. Il sentait aussi les arbres et l'herbe, avec leurs racines enfouies tout au fond de la terre, s'accrochant à la vie malgré les froidures de l'hiver, en espérant le prochain printemps. Si James était conscient de ce qui se passait autour de lui, de ce qu'il voyait, de ce qu'il ressentait, ses sens obéissaient à une volonté qui n'était pas la sienne. Il releva sur sa tête le capuchon. Bien trop grand, il lui couvrit les yeux, et très vite, le reste de la robe glissa sur ses épaules et l'engloutit. Il entendit les cris terrifiés de Zane et Ralph, mais déjà, il s'éloignait d'eux, comme s'il fuyait dans un tunnel très profond, comme s'il s'endormait. Très vite, les deux autres disparurent. James marchait. Les feuilles mortes craquaient sous ses pieds, nus et énormes, durcis de cale. Il inspira profondément, emplissant d'air pur sa poitrine, aussi large qu'une barrique. Il était dans un corps gigantesque, très musclé, avec des bras noueux, où les tendons paraissaient des serpents, lovés sous la peau, des jambes aussi solides et hautes que des troncs d'arbres. Sous ses pieds, la terre était tranquille, mais vivante. À chaque pas, les sensations remontaient, comme des messages. La vibration de la forêt trouvait en lui un écho et lui rendait ses forces. Mais bien moindre que ce qu'il en attendait. Le monde changeait, sans espoir de rémission. La nature se soumettait, perdait sa férocité sauvage, sa force brute. En même temps, son propre pouvoir s'affaiblissait. Il était encore le plus fort, certes, mais il y avait des trous noirs dans sa perception de la terre. La communion était moins intense, et le phénomène s'aggravait, lui arrachant ses forces, petit à petit. Le royaume des hommes s'était agrandi. Il quadrillait la terre, ne laissant que de vagues espaces vierges. La loi sacrée de la polarité avait été rompue. Il était en colère. Il avait vécu des siècles durant dans le royaume des hommes, de plus en plus avide. Il les avait conseillés et aidés, toujours à prix d'or bien sûr, mais sans jamais prévoir un tel résultat. Ses frères et sœurs du monde magique ne pouvaient pas l'aider. Ils avaient des pouvoirs trop loin des siens. Lui était un enchanteur des anciens temps. Ce qui le rendait puissant et différent était sa connexion avec la nature, avec la terre. Mais aujourd'hui, ce lien sacré devenait également sa faiblesse. Aussi il marchait, fou de rage, et sur son passage, les arbres lui transmettaient des messages. Mais la voix des naïades et des dryades était faible. Leur écho paraissait troublé, brisé, divisé même. Devant lui, révélé par la pleine lune, s'ouvrit une clairière creusée comme un bol dans la terre. Il y descendit et leva les yeux. Le ciel nocturne étincelait de vives étoiles qui teintaient la petite dépression d'une lueur livide. Son ombre s'étirait devant lui, aussi marquée qu'au soleil de midi. Il n'avait plus rien à faire dans ce monde. Il quitterait définitivement la société des hommes et reviendrait plus tard, quand le monde serait différent, quand les circonstances auraient évolué, quand le temps serait mûr pour sa gouverne. Alors, il réapparaîtrait dans toute sa gloire, réveillerait la terre, rendrait aux arbres leur pouvoir, leur esprit et leur âme. Lui-même retrouverait, par la même occasion, l'intégralité de sa puissance. Ensuite seulement, il s'occuperait du monde.
Il attendrait des décennies, des siècles peut-être, même une éternité. C'était sans importance. Il ne pouvait supporter plus longtemps le monde qui l'entourait. Il y eut un bruit de pas maladroit qui courait dans la forêt. Puis quelqu'un d'autre apparut dans la clairière, près de lui. Il le détestait, mais ce soir, il en avait besoin. Aussi, il s'adressa à lui, alors même que sa vision semblait se dissoudre, s'assombrir, disparaître. Préviens ceux qui viendront pour qu'ils restent vigilants. Garde à disposition mon vêtement, mon bâton et mon siège. J'attendrai dans le couloir de traverser les anciens. Et quand le temps de mon retour viendra, dis-leur de se rassembler avec mes reliques. Aussi, je saurai que mon heure est venue. Je t'ai choisi pour cette mission au Stramadux, mon dernier apprenti, mais je n'ai pas confiance en toi. Je garde ton âme dans le creux de ma main. Tu es condamné, jusqu'à ce que ta tâche soit accomplie. N'oublie pas le serment qui te lie à moi. Dans l'obscurité qui tombait, une voix désincarnée répondit. Je n'oublierai pas mon serment et je respecterai vos ordres, maître. Il n'y eut aucune réponse. Il était parti. La robe vide retomba sur le sol. Le long bâton resta debout un moment, puis il bascula. Il fut ramassé par les mains éthérées d'Austramadux avant de heurter le rocher. Et soudain, tout disparut. L'obscurité ne laissait plus paraître la moindre lueur. L'univers, comme absorbé par un trou noir, plongea dans un tourbillon sans fin, vers le néant. James eut du mal à ouvrir les yeux, et aussitôt, il haleta, cherchant l'air. Ses poumons étaient vides, comme s'ils n'avaient pas fonctionné depuis plusieurs minutes. Des mains l'attrapèrent, le secouèrent, arrachèrent le capuchon de sa tête, puis la robe de Merlin de ses épaules. James était si faible que ses jambes lâchèrent et il commença à s'écrouler. Maladroitement, Zane et Ralph le retinrent et le couchèrent sur son lit. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda James. Il avait encore des difficultés à retrouver son souffle. « C'est à toi de nous le dire !» s'écria Ralph d'une voix terrifiée. Sans y mettre trop de forme, Zane repliait déjà la robe noire et la jetait dans le sac. « Tu as mis ce truc sur ta tête et pouf, plus rien. Si tu veux mon avis, c'était une idée complètement idiote. »« Je suis tombé dans les pommes ?» demanda James, suffisamment remis pour se relever sur un coude. « Non, » dit Ralph, « tu as disparu, complètement. »« Pfft !»« C'est vrai, » confirma Zane. Il regardait James avec des yeux écarquillés de stupéfaction. « Tu as disparu pendant 3 ou 4 bonnes minutes. Et puis, il est arrivé. » Suivant la direction du bras tendu de Zane, James remarqua, derrière son lit, la forme spectrale de Cédric Diggory. Le fantôme le regarda, puis haussa les épaules avec un sourire. Il semblait bien plus solide que les autres fois où James l'avait rencontré. « Il est passé à travers le mur, » continua Zane. « Comme s'il venait te voir. On a crié, Ralph et moi, comme des... Enfin bref, on a crié. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est juste un fantôme. Et il y a des fantômes dans la grande salle à chaque repas. Et c'est un professeur fantôme qui nous enseigne l'histoire tous les mardis. Oui, je comprends pas trop pourquoi il nous a fait cet effet. » « Il nous a regardés, » ajouta Ralph, « et il a comme qui dirait fondu. Et juste après tu es revenu, au même endroit qu'avant, aussi livide qu'une statue. » James tourna la tête et s'adressa au fantôme de Cédric. « Qu'avez-vous fait ?» Quand Cédric ouvrit la bouche, il parla d'une voix hésitante et soigneusement articulée qui semblait résonner dans la pièce, comme si elle parvenait de très loin. James n'était pas certain qu'elle ait réellement un écho. Peut-être l'entendait-il directement dans sa tête. « Tu étais en danger, on m'a envoyé. J'ai vu ce qui se passait, alors je suis allé te chercher. »« Mais qu'est-ce que c'était ?» insista James. Le souvenir de son expérience était encore flou, comme un rêve, difficile à retenir. Il sentait simplement que c'était important, et qu'il retrouverait la mémoire quand le choc se serait dissipé. Une balise noire, de la magie très puissante. Cela ouvre une porte entre 2 dimensions, dans le but d'envoyer un message ou un secret à travers le temps et l'espace. Mais il est très difficile d'en mesurer la force magique, et tu as failli disparaître.
James savait que c'était vrai. Il l'avait senti. À la fin, en sombrant dans l'obscurité, il avait eu la sensation de se perdre dans l'infini. « Je suis revenu comment ? Je t'ai trouvé, dit simplement Cédric. J'ai plongé dans les terres, où depuis ma mort, je passe la plupart de mon temps, et je t'ai trouvé. Mais de justesse, car tu étais déjà presque hors de portée. Je t'ai rattrapé, et je t'ai ramené avec moi. » « Cédric, dit James, merci de m'avoir sauvé. » Il était furieux contre lui-même d'avoir mis cette robe, et terrifié de ce qui aurait pu lui arriver. « Je te devais bien ça. J'ai une dette envers ton père. Lui aussi, une fois, il m'a ramené avec lui. »« Mais, dit James, le visage soudain illuminé, tu parles maintenant !» Quand Cédric sourit, ce fut l'expression la plus sincère que James ait jamais vue sur son visage. « Je me sens différent, plus fort, plus présent en quelque sorte. »« Attends, dit Ralph en levant une main. C'est le fantôme dont tu nous as parlé ? Celui qui a poursuivi l'intrus dans le jardin il y a quelques mois ? » ?»« Oui, dit James. Zane, Ralph, voici Cédric Diggory. Cédric, ce sont mes amis. Dites-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé au juste ? Pourquoi êtes-vous maintenant plus présent ? » À nouveau, Cédric haussa les épaules. « Pendant très longtemps, j'ai eu la sensation de rêver. Je me déplaçais dans le château, mais tout était vide. Je n'avais jamais faim, jamais soif, jamais froid, jamais besoin de me reposer. Je savais être mort, mais rien d'autre. Tout était sombre et silencieux. Il n'y avait rien à voir, ni jour, ni saison. Je n'avais pas conscience du temps. Et puis peu à peu, ça a changé. » Cédric avança et s'assit sur le lit, sans que son corps marque la moindre dépression sur les couvertures. James, juste à côté, ressentit le courant d'air glacé qui émanait de la forme spectrale. Le fantôme continua. « De temps à autre, je me sentais plus conscient. J'ai commencé à voir des gens dans les couloirs, mais ils étaient de la fumée, je ne pouvais pas les entendre. J'ai réalisé peu à peu que ces périodes d'activité correspondaient à l'heure de ma mort. Chaque nuit, je reprenais conscience. Et c'est devenu ma façon de suivre le temps qui passait. Les minutes d'abord, puis les heures. En cherchant une horloge, j'ai trouvé celle devant la grande salle, avec laquelle j'ai pu vérifier. Puis je suis devenue plus active durant la nuit, mais le matin je disparaissais. Jusqu'au jour où j'ai vu cet inconnu, juste avant de partir. » James se redressa d'un bond pour s'asseoir dans son lit. « L'intrus ? » ?»« Oui, » dit Cédric en hochant la tête. « Je savais qu'il n'aurait pas dû se trouver là, et je savais aussi pouvoir me rendre visible. Je lui ai fait peur, et il s'est enfui. » À nouveau, Cédric sourit, et devant son expression, James retrouva le garçon gai et ouvert que son père avait autrefois connu. « Mais il est revenu, » continua James. Le sourire de Cédric devint une grimace frustrée. « Oui, il est revenu. Je l'ai vu et je lui ai fait peur à nouveau. J'ai commencé à le surveiller. Une nuit, je l'ai surpris à casser une fenêtre. J'étais devenu plus fort, alors. Et j'ai décidé qu'il fallait qu'un autre que moi prenne conscience de la présence d'un étranger dans le château. Alors je suis venu te chercher, James. Tu m'avais déjà rencontré et je savais où te trouver. J'étais certain que tu m'aiderais. »« C'est la nuit où tu as cassé le vitrail et flanqué cet homme par la fenêtre ?» remarqua Zane avec un sourire. « Mec, tu es un vrai Bruce Lee. Joli boulot. »« Qui est cet intrus ?» demanda James. Mais Cédric secoua la tête. Il ne savait pas. « Mais là, on peut vous voir ?» signala Ralph. « Et pourtant, je croyais que c'était votre heure la plus faible. » Cédric sembla réfléchir. « Maintenant, je deviens plus solide. Je suis toujours un fantôme, mais un fantôme plus solide. D'ailleurs, je peux aussi parler. Et je n'ai plus l'impression de me perdre dans le néant. J'ai repris conscience du temps qui passe. Je pense que tous les fantômes se transforment de la même façon. »« Mais pourquoi ?» ne put s'empêcher de demander James. « Pourquoi devenir un fantôme ? Pourquoi ne pas avoir simplement, je ne sais pas, continuer, pour passer de l'autre côté ?» Cédric l'étudia un moment, et James comprit que le fantôme n'avait pas la réponse à cette question. Du moins pas très clairement. Cédric secoua la tête. « Je n'avais pas terminé. Il me restait tant à découvrir. Tout est arrivé si vite, si brusquement.
Je n'avais pas terminé. Ralph récupéra le sac du professeur Jackson et le jeta dans la malle de James. « Tu ne nous as toujours pas dit où tu allais en disparaissant, James, » dit-il. James prit une grande inspiration et chercha à rassembler les souvenirs de son étrange aventure. Il décrivit sa première sensation en tenant la robe de Merlin quand il avait pris conscience de l'air, du vent, des animaux et même des arbres. Puis il parla de la vision qu'il avait eue dans le corps de Merlin, au centre même de ses pensées. Il frissonna en se souvenant de la colère, de l'amertume de l'enchanteur, de la voix de son serviteur, Ostramadux, renouvelant son serment de le servir jusqu'au jour de son retour. Tandis qu'il parlait, tout lui revenait en images vivaces. Il termina en décrivant l'obscurité dans laquelle il s'était retrouvé, enfermé dans un cocon, perdu dans le néant. Zane l'écouta avec un intérêt passionné. « C'est logique, » dit-il ensuite. « Quoi ?» demanda James. « C'est comme ça que Merlin a dû procéder, tu ne vois pas ? Le professeur Jackson lui-même nous en a parlé le premier jour, en classe de technomancie. » Et plus Zane parlait, plus il s'excitait. Il avait les yeux écarquillés et regardait tour à tour James, Ralph et le fantôme de Cédric, toujours assis au bord du lit. Ralph secoua la tête. « J'ai rien compris à ce que tu as dit. D'ailleurs, cette année, moi, je n'ai pas technomancie. »« Dans ta vision, Merlin n'est pas mort, » expliqua Zane. « Il a transplané. » James en resta éberlué. « Et alors ? N'importe quel sorcier peut transplaner, je ne vois pas ce qu'il y a de spécial. » Rappelle-toi ce que Jackson nous a expliqué le premier jour. Le transplanage, pour celui qui l'exécute, paraît immédiat, même si ça prend quelques secondes, en réalité, pour rassembler ces atomes à un autre endroit. L'important, c'est de déterminer à l'avance où et quand on doit réapparaître, d'accord ? Sinon, on reste coincé éternellement dans le néant. D'accord, dit James. Il se souvenait du cours, mais ne comprenait toujours pas où Zane voulait en venir. L'Américain vibrait littéralement d'excitation. Merlin n'a pas prévu de réapparaître à un autre endroit, mais à un autre moment, dit-il. Il a transplané à travers le temps où il attend pour revenir les circonstances particulières qu'il a prévues. D'abord, Ralph et James en restèrent sans voix. Puis, ils étudièrent cette hypothèse nouvelle. Zane continua. À la fin de ta vision, Merlin rappelle à Ostramadux de veiller sur les reliques jusqu'au moment voulu. Et alors seulement, il faudra les réunir dans le couloir de traverser les anciens. Tu vois, Merlin a préparé son retour. Ce que tu as décrit à la fin, James, c'est Merlin qui transplanait et se dissolvait dans le néant. Zane s'interrompit, le front plissé de concentration. Durant tous ces siècles, il est simplement resté suspendu dans le temps, coincé dans le néant. Nulle part, en attendant le bon moment. Mais pour lui, le temps n'a pas passé du tout. Ralph regarda la malle sur laquelle il était assis. « Alors c'est vrai, dit-il. Ils peuvent réellement le faire revenir ? Ils ont tout préparé pour ça ? » Plus maintenant, remarqua James avec un sourire épanoui. Nous avons récupéré la robe. Sans les 3 reliques, les circonstances requises ne seront pas remplies. Ils ne pourront rien faire. En entendant Zane leur expliquer son raisonnement, James en avait réalisé la parfaite logique, surtout dans le contexte de sa vision, à travers la balise noire. Tout à coup, il devenait encore plus important d'avoir récupéré la robe. Mais James ne pouvait s'empêcher d'être inquiet et de repenser aux extraordinaires circonstances qui avaient mené à leur réussite. Il y avait eu un peu trop de hasard chanceux. D'abord Ralph, qui découvrait juste à temps un sac parfait pour l'échange. Ensuite Zane, qui réussissait un parfait sortilège de visum ineptio. De plus en plus, James avait dans l'idée qu'une main inconnue les guidait tous les 3, pour les aider à empêcher le retour de Merlin. Mais qui donc était cet allié ? Il voulut en parler aux 2 autres, mais Ralph et Zane discutaient avec animation de la disparition de Merlin. « Au fait, dit James au fantôme de Cédric, qui vous a demandé de m'aider ? Qui vous a envoyé ?» Cédric s'était relevé, sa silhouette devenait moins visible. Il eut un sourire et dit « Je ne suis pas censé te donner son nom,
Mais je pense que tu finiras par le deviner. C'est quelqu'un qui te surveille. Rogue, pensa James. C'est le portrait de Severus Rogue qui avait envoyé Cédric l'aider quand il s'était retrouvé coincé par la balise noire. Mais comment l'ancien directeur était-il au courant? Longtemps après que Zane et Ralph aient quitté James pour retourner dans leur propre chambre, il y réfléchissait encore. Il resta éveillé des heures, plongé dans ses pensées, bien après que les autres Gryffondors soient remontés se coucher. Mais cette nuit-là, il ne trouva aucune réponse. Aussi, il finit par s'endormir. Pendant plusieurs jours, après cette aventure, les trois garçons vécurent la routine habituelle de l'école, perdus dans une sorte de brouillard triomphant. James laissait le sac de Jackson, avec la relique à l'intérieur, enfermé dans sa malle, protégé par le sortilège du verrou de Zane. Désormais assuré que le visum ineptio était efficace, il ne craignait pas que quiconque cherche le vrai sac. Jackson continuait à transporter partout avec lui le sac éraflé du chasseur de pierres, avec la marque des bagages Hiram, aussi bien en classe que dans la grande salle. D'après son attitude, le professeur n'avait rien remarqué d'anormal. De plus, bien que Jackson ait passé les mois précédents à porter un sac noir et non rouge, personne ne semblait voir la moindre différence. Un samedi après-midi, James, Ralph et Zane se retrouvèrent dans la grande salle de Gryffondor pour discuter de la conduite à tenir. « Il n'y a que 2 questions à se poser, » dit Zane. « Où est le couloir de traversée des anciens et où est la 3e relique, le bâton de Merlin ?» « Pour le bâton, » dit James en hochant la tête, « j'y ai réfléchi. On a Madame Delacroix qui surveille et protège le trône. Le professeur Jackson était chargé de la robe, donc la 3e relique doit être aux mains du 3e complice. À mon avis, c'est quelqu'un d'ici, du château. Et si c'était le Serpentard qui a mis le nom d'Ostramadux sur la game deck de Ralph? Pour l'avoir utilisé, il doit bien connaître le complot. Et dans ce cas, il doit en faire partie. « Mais on ignore qui c'est, » rappela Ralph. « Je n'ai pas vu celui qui a pris ma console. Elle a juste disparu de mon sac. Et puis, le bâton de Merlin ne doit pas être facile à dissimuler. S'il est aussi grand que tu l'as vu dans ta vision, James, il doit faire au moins 1,80 m. Comment peut-on cacher un truc aussi grand et aussi magique sans que personne ne le remarque? » « Je n'en ai pas la moindre idée, » admit James. « Mais c'est à toi, Ralph, de surveiller les Serpentards. Comme le disait Ted, tu es notre espion. » Ralph se ratatina sur son siège. Quant à Zane, il griffonnait sur un morceau de parchemin. « Et pour la première question ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Où est le couloir de traversée des anciens ?» Les 2 autres se regardèrent, affichant le même air d'ignorance totale. Puis James se dit « Aucune idée, mais il y a une 3e question importante, et on doit y réfléchir. » « Comme si les 2 premières n'étaient pas assez importantes, » marmonna Ralph. Quand Zane leva les yeux, James remarqua un dessin de la caverne du secret sur le parchemin. « C'est quoi ta 3e question ?» demanda Ralph. « Pourquoi n'ont-ils encore rien fait ?» chuchota James. « Ils avaient déjà les 3 reliques, alors pourquoi n'ont-ils pas déjà été dans ce couloir de traversée, où qu'il soit, pour essayer de rappeler Merlin après ces 12 siècles de transplanage ?» Aucun des 3 garçons n'avait de réponse à proposer, mais tous admirent que c'était une question valable. Zane abandonna son dessin et retourna sa feuille, révélant des notes de diagrammes d'arithmancie. « J'ai un peu cherché dans la bibliothèque de Serdaigle, » dit-il. « Mais ce n'est pas facile de trouver du temps libre en ce moment, entre les cours, le travail, le Quidditch, les débats et le club de constellation. Je n'ai pas 2 minutes à moi. » Ralph laissa tomber sa plume sur la table et s'adossa à son siège avant de s'étirer. « Au fait d'ailleurs, comment ça se passe dans ton club? Tu es le seul à avoir des contacts réguliers avec Madame Delacroix. Elle est comment? »« Comme une vieille momie gitane qui respire encore, » répondit Zane. « En principe, elle partage les classes de divination et le club des constellations avec Trelawney. Mais comme ces 2-là ne se supportent pas, elles ont choisi d'intervenir 1 fois sur 2 plutôt que d'être ensemble. Pour nous aussi, c'est beaucoup mieux. On perd moins de temps à les voir se contredire. Trelawney nous fait dessiner des symboles astrologiques et regarder les planètes au télescope pour s'assurer de la bonne entente de nos frères et sœurs cosmiques, comme elle dit. » James connaissait bien Sybil Trelawney, devenue au cours des années une amie de ses parents. Aussi il eut un sourire
en entendant Zane parler d'elle avec une affection amusée. L'Américain continua. Par contre, Delacroix nous fait travailler dur. Elle veut qu'on mesure la distance entre les étoiles, qu'on les rapporte sur une carte, qu'on étudie leur couleur, leur aura, pour déterminer l'heure exacte d'un événement astrologique majeur qui doit arriver là bientôt. Ah, fit James en se souvenant d'une conversation sur une couverture quelques mois plus tôt. L'alignement des planètes. Ted et Petra m'en ont parlé. Eux aussi ont divination avec Delacroix. Il paraît que la reine vaudou est très branchée dans ce genre de choses. Ce qui est sûr, grommela Zane, c'est qu'elle n'enseigne pas du tout comme Trelawney. Avec Delacroix, tout est précis, mathématique, calculé. Elle nous a donné la date de ce truc cosmique, mais elle veut absolument qu'on lui trouve l'heure exacte à la minute près. C'est vraiment chercher la petite bête. Elle y met un tel acharnement que ça devient pénible. Rien qu'à la voir, annonça Ralph, on devine qu'elle est pénible, elle fiche la trouille. À mon avis, elle se méfie de nous, dit James à mi-voix. Parfois, j'ai la sensation qu'elle me regarde. Zane grimaça et posa le doigt sous son œil. Je te rappelle qu'elle est aveugle, elle ne regarde rien du tout, mec. Je sais, dit James qui refusait de se laisser convaincre. Mais je t'assure qu'elle se doute de quelque chose. Et même aveugle, je sens qu'elle a d'autres moyens de savoir ce qui se passe autour d'elle. Pas besoin de s'inventer des problèmes, dit Ralph. La situation est suffisamment grave comme ça. Elle ne peut rien savoir, James. Sinon, elle aurait déjà réagi. On n'a pas à s'inquiéter.